Olá, tudo bem? Je suis Céline. Je suis née en France, mais j'ai toujours eu la tête au Portugal, mon pays de cœur. Alors je l'ai exploré, je l'ai étudié et aujourd'hui je veux t'emmener en voyage avec moi dans l'intimité d'hommes et femmes d'origine portugaise dont le destin les a parfois embarqués à des milliers de kilomètres de leur terre natale. Des histoires imprégnées de saudade, de courage et d'humilité, comme un héritage aux générations d'après qui continuent d'écrire l'histoire de ce pays. Bonne traversée et à déjà. Pour ce nouvel épisode, j'ai eu le plaisir de recevoir Elisabeth, fondatrice de l'association Des Ailes pour le Portugal, qui vient en aide à un orphelinat au Portugal. Avant de découvrir cette belle association, je vous invite à plonger dans les souvenirs d'enfance d'Elisabeth entre ces deux pays. La voiture trop chargée, qui sent le café, le car bloqué dans un virage en Espagne, l'apprentissage de la langue portugaise sur un petit bout de nappe en papier, la cuisine et les traditions à la maison avec une maman française. Une vie active qu'elle débuta assez jeune et qu'elle devra malheureusement arrêter pour des raisons de santé. Mais rien ne l'arrête. Lorsqu'elle apprend le placement d'un membre de sa famille dans cette institution portugaise nommée ASES, Elisabeth veut l'aider. Lui, mais aussi tous les autres enfants. Alors comment améliorer le quotidien d'enfants placés quand l'État portugais ne prend en charge que 60% des dépenses ? Comment soulager les équipes dévouées en facilitant certains besoins à plus de 1500 km de distance ? Comment faire d'un projet à l'origine personnelle une action collective pour que chaque enfant puisse continuer à rêver malgré un début de parcours difficile ? Le témoignage d'Elisabeth est essentiel pour cette association mais aussi pour toutes les autres. Elle dévoile l'énergie et la dévotion de toutes ces personnes qui dédient une grande partie de leur temps à améliorer la vie des autres, avec sincérité et amour, toujours. Je vous laisse en compagnie d'Elisabeth et à Teja. Je m'appelle Elisabeth, j'ai 51 ans, je suis née à Nantes, donc en France, en Loire-Atlantique. Je suis luso-descendante du côté de mon père, donc mon père est arrivé dans fin des années 60 en France, il avait 16 ans et ma mère est française. J'ai une fille, Sophia, son papa est portugais à 100. Alors mon frère a une petite fille et ma sœur a 3 enfants. Donc voilà, donc on est tous, c'est la famille, les luso-descendants, de Saint-Herblain exactement. Donc nous sommes nés à Nantes, mais en fait on habite sur Nantes Métropole, mais vraiment en limite de Nantes. C'est une ville, Saint-Herblain, donc c'est la deuxième ville plus grande de la métropole. Alors me concernant, alors moi c'est un peu compliqué, je ne travaille plus parce que je suis dialysée et j'ai d'autres soucis de santé et du coup le cumul a fait que la médecine du travail m'a dit stop, donc je travaille plus depuis 2018. Mais je travaillais à la billetterie de l'espace culturel du Leclerc, à côté de chez nous. Donc j'ai travaillé 18 ans là-bas et avant, alors en fait j'ai commencé à travailler très jeune. J'ai commencé à l'âge de 14 ans par besoin et par envie. C'est-à-dire que mon père, quand il est arrivé en France, donc il est arrivé avec sa fratrie, il a pris le travail qu'il trouvait, donc il a travaillé dans la métallurgie. L'usine, a été amenée à fermer et avant de fermer, ceux qui voulaient partir avaient le droit à une prime de licenciement et mon père l'a prise parce que son rêve, c'était d'acheter un café-restaurant et comme il y avait pas de café-restaurant portugais, enfin, entre guillemets «portugais», dans la région, il a décidé de faire son projet et il l'a fait et donc il y a eu tellement de clientèle, enfin, ça s'est tellement développé que nous, après l'école, les week-ends, tout ça, on allait travailler là-bas. Donc voilà, on a fait ça. Après, le commerce a été vendu, donc j'ai continué 2 ans à travailler avec les gens et après, j'ai eu ma fille. Donc voilà, donc j'ai eu ma fille et puis ensuite, j'ai fait bon, je travaillais un peu dans la mairie à la mairie, des choses comme ça, parce qu'après une grossesse, c'est vrai que c'est pas évident de retrouver du travail puisque, bon voilà, quand on a un enfant en bas âge, c'est difficile, de trouver un job et puis finalement Leclerc m'a prise et ça s'est super bien passé et j'étais très contente et ça m'a fendu le cœur d'arrêter, mais, le corps n'y arrivait plus. Déjà, c'était l'avant-dernier d'une fratrie de 17.
C'était, très compliqué, le papa, bon était parti alors si je me souviens bien parce qu'il y a des petites choses que j'ai oubliées, mais le papa n'a pas été très présent parce qu'il a dû aller se battre dans les colonies, tout ça. Donc du coup, ma grand-mère qui était, bah, comme moi, hein, très petite, voilà, à peine 1,50 m, bon, c'était compliqué d'élever, seule tous ces enfants-là, sachant que tous ne sont pas arrivés à l'âge adulte, hein. Il y en a qui sont décédés. Alors notamment, mon père m'avait raconté une fois, ça m'avait touchée, ils n'avaient pas de jouets, donc ils fabriquaient eux-mêmes, des espèces de petites charrettes, pour descendre la rue avec des petits roulements à billes, il faisait comme il pouvait et bon, bah, il y a eu des accidents comme ça, donc il a perdu des frères comme ça. Après, sur ceux restants, un seul est resté alors au début, ils ont tous émigré en France, donc ils ont commencé, par le nord et l'est de la France. Donc j'ai un des oncles qui est resté de nombreuses années, à Saint-Quentin dans l'Aisne, puis après a fini par revenir à Nantes. Les autres, j'ai de la famille sinon, du côté de Châlons-en-Champagne, Épernay, Fagnières, Reims, tout ça. Donc là-bas, ils sont nombreux. Alors à la base, j'ai que 3 oncles et tantes, mais qui ont eu pas mal d'enfants et petits-enfants et donc là-bas, ils sont nombreux et le reste est ici. Le reste est dans la région nantaise. Du coup, au Portugal, il y avait donc, le tout dernier des enfants de la fratrie, il a vécu un peu avec nous. Mon père l'avait gardé avec lui, donc il vivait avec nous à la maison. Mais en fait, il n'arrivait pas à s'y faire en France, c'était trop difficile pour lui. Donc ça, c'est on était enfants, hein, à cette époque-là. Donc lui, il est reparti au Portugal. Il est décédé maintenant. Et j'ai un autre, des oncles qui était également à Nantes, décédé aussi il y a quelques années. Lui était reparti aussi au Portugal parce qu'ici, enfin pour lui, c'était pas la bonne solution. C'est vrai que c'est pas évident, même dans une même fratrie, tout le monde ne s'est pas accommodé pareil, à la France. Donc lui, il est retourné, là-bas aussi. Bon, c'est-à-dire que là-bas, ma tante, bah, elle a sa maison aussi, tout ça, c'est différent. Et voilà et donc ce que je sais de mon père, donc c'est que, bon, ils étaient malheureux, ils avaient pas à manger suffisamment, hein. Il disait: «Une sardine, c'est à partager à 2 ou 3». Voilà, il y en avait pas tout le temps. Il allait voler, il parlait beaucoup d'oranges, il allait voler, des oranges dans les orangers, dans les gens qui avaient des vergers et voilà et des potagers, il allait voler pour manger. Il avait pas de chaussures, ça non plus, ça il l'a beaucoup dit, il avait pas de chaussures. Nous, il nous faisait la remarque souvent quand on voulait pas manger quelque chose ou on n'aimait pas et il nous disait: «Ouais, mais» bon voilà, il était assez autoritaire, mais il nous faisait comprendre pourquoi. Je sais qu'à l'âge de 11 ans, il a été placé dans une maison de correction à Castelo Branco. Après, il a été récupéré par, un couple de gens, qui l'ont pris pour travailler. Donc les 3 derniers, en fait, les 3 derniers enfants, ils avaient pris et donc ils sont d'ailleurs ces gens-là sont décédés il y a pas très, très longtemps, l'un après l'autre. Ce couple-là, ils étaient parrain et marraine d'une de mes tantes qui est à Reims et donc voilà et ces gens avaient à l'époque, faisaient partie de la classe sociale haute. Ils avaient une entreprise de charbon et du coup, voilà, ils ont pu alimenter et voilà, s'occuper de mon père et de son frère et sa sœur. Après, bon, voilà, ils étaient ados, ils ont commencé à trouver des copains, des copines. Bon, pas la révolution, mais la dictature faisant, ils étaient, je pense, un peu rebelles, donc ils ont enfin, comme beaucoup, hein, ils avaient marre un peu de cette souffrance. Donc ils ont décidé de partir, donc d'abord les plus âgés, après les plus jeunes ont suivi. Mon père m'a beaucoup parlé de passeurs, d'avoir beaucoup, beaucoup marché, d'avoir traversé des rivières, difficilement, d'avoir eu froid dans les montagnes, des choses comme ça. J'ai pas de détails plus enfin, comment dire? J'ai pas plus de détails, c'est vraiment des grandes lignes, qui nous répétaient, qui nous disaient souvent quand on était enfant. Enfin, il comparait quand on n'était pas, voilà, surtout sur les repas, «Non, j'aime pas» et tu sais, il revenait, il racontait ça, que c'était dur. Il s'est jamais étalé, vraiment, mais il nous faisait comprendre, l'importance, de son travail à lui en France maintenant, tout ce qu'il avait fait pour en arriver là
et pour que nous, on manque de rien, pour qu'il puisse nous payer des études, des choses comme ça. Ma grand-mère est décédée, elle a été tuée. Alors mon grand-père, lui, était décédé avant. Il est décédé, je ne sais pas exactement quand. Je crois que c'est avant la révolution des œillets. Si je ne me trompe pas, c'est avant ou juste l'année d'après. Parce qu'en fait, au moment où ça s'est passé, je me souviens que mon père, en fait, comme il avait fui, il n'avait pas fait le service militaire, il s'était dit si j'y retourne, en fait, je risque d'être arrêté. Donc, je sais que c'est dans ces périodes-là, mais je ne saurais pas dire si c'est 73, 74, 75, c'est vraiment dans ces eaux-là. Donc, moi, je n'ai jamais vu mon grand-père, je ne l'ai jamais vu en vrai. Ma grand-mère, donc je l'ai vue une fois ou deux. Quand on est allé, en fait, elle n'avait pas reconnu mon père, mais elle nous avait accueillis, hein, porte ouverte. Elle avait une toute petite maison, le sol est en terre battue, c'était vraiment très petit, très très petit. Et voilà, en fait, elle n'avait pas reconnu mon père, quoi. Et je me souviens que mon père était mal à l'aise, je ne savait pas s'il devait lui dire qu'il était son fils ou pas, pour pas lui faire de mal. Mais elle nous a accueillis, en fait, elle a accueilli des inconnus chez elle, dans un premier temps. Elle avait perdu un petit peu la tête, et c'était assez compliqué. Mais bon, j'ai quand même des souvenirs marquants de ce moment. Et après, en fait, je crois que c'est en 1980, si je ne me trompe pas, elle s'est fait assassiner. En fait, un jeune est venu et lui a donné des coups de couteau. Et en fait, je crois qu'il pensait qu'elle avait de l'argent caché. Alors bon, on nous a dit, donc ça aussi je m'en souviens parce que ça m'avait marqué, mais on n'a pas de certitude, que du fait que ça se savait qu'elle avait des enfants en France, voilà, ils ont pensé que peut-être qu'elle avait de l'argent qui était envoyé, des choses comme ça. Mais ça, voilà, c'est des souvenirs que j'ai quand même, des flashs comme ça, mais sans certitude. Le jeune homme, alors l'histoire a été racontée, parce que le jeune homme a été arrêté. En fait, il est venu, il a dit qu'il avait faim, elle lui a fait une soupe et voilà. Il a été arrêté et je sais que mon père a pu aller. En fait, ça a figuré dans les journaux. Mon père avait gardé le journal et il y avait des photos. Enfin, c'était un peu trash. On était petits, hein, donc à l'époque, c'était touchant, choquant. Et je me souviens que mon père était allé à l'enterrement et voilà. Et donc après, on n'est quasiment plus jamais retourné dans cet endroit au Portugal, en fait. Je pense que sans en parler, parce que de parler à des enfants de ça, c'était compliqué, mais quand on allait au Portugal, on allait voir, voilà, mes oncles et tantes, enfin ceux qui s'étaient retournés là-bas, mais et on allait voir aussi les gens qui ont élevé papa, mais du coup, on n'allait plus à cet endroit. J'ai plus du tout souvenir, en tout cas, d'être allée dans cet endroit. Papa voulait tellement s'intégrer. Avant d'avoir ce café, on côtoyait très, très peu de Portugais, à part la famille. Et il avait quelques amis parce que du fait d'être marié avec maman française, papa a vite appris à lire, à écrire le français et donc du coup, il a aidé des gens pour les papiers, pour les déclarations de naissance de bébé, les mariages, tout ça. Donc du coup, il y a des liens qui sont créés aussi avec des gens. Mais en fait, papa baignait dans la famille de maman finalement, hein, avec les Français. Et surtout qu'ici, nous, quand papa est arrivé, il y avait très peu de Portugais dans le coin. Donc petit à petit, voilà, ça s'est agrandi, la communauté, mais il n'y en avait pas beaucoup. Donc en fait, il était chez les Français. Et papa parlait sans accent, il parlait très très bien. Et quand il a eu le café, il s'est remis dans le portugais. Et bien là, il a commencé à reprendre son accent. Et ouais, c'était marrant. Quand il nous disait d'aller nous habiller, il disait une paire de pantalons, euh, une chemise de dormir. En fait, des choses qu'il disait plus avant, en fait, il traduisait au mot à mot. Et ça, c'était marrant. Et puis sinon, il y a, moi en tout cas, mon frère et ma sœur aussi, mais plus moi, puisque j'étais l'aînée, ça m'a permis d'être plus attentive à la langue portugaise. Parce que j'entendais
les gens parlaient portugais et du coup, à force d'entendre les mêmes mots, on finit par comprendre et puis, bah, à force de je me souviens d'un client, il m'écrivait sur les nappes en papier comment ça s'écrivait les mots et je me souviens de ce monsieur, je sais pas quel âge il a maintenant et voilà et donc ça m'a donné envie d'apprendre le portugais. Du coup, j'ai dû, il y avait un seul lycée à Nantes qui faisait portugais, donc j'ai pu, sur recommandation, intégrer ce lycée et puis, bah, là, ça m'a vraiment plu et j'ai continué à apprendre mais voilà, en fait, comme toute chose dans la vie, il y a des points positifs, des points négatifs, mais l'apprentissage du portugais, c'était très bien. Pour ma mère aussi, alors ma mère n'osait pas parler, mais elle comprend tout en portugais. Je dirais jusqu'à toute l'enfance, il y avait quand même une prédominance française puisque, en fait, on connaissait que ça, mais il y avait quand même des choses. À chaque fois qu'on allait au Portugal, on ramenait donc la vaisselle en terre cuite, marron, voilà. Bon, le coq, hein, et le coq de Barcelone, partout, que ce soit le linge de table, je me souviens les serviettes éponges avec les petites broderies, le satin, tout ça. Je ramenais tout le temps, les jambons fumés, les saucissons, ça, il y en avait pour toute l'année, hein. La morue, il y en avait pour toute l'année aussi. Papa aussi faisait sa viande, parce que donc en fait, mes parents avaient une grande maison avec, beaucoup de terrain. Donc mon père il avait un grand jardin et il cultivait beaucoup, mais il avait des animaux aussi. Il a eu des moutons, des chèvres, on va dire juste il a pas eu de vaches, quoi. Parce qu'il a eu des cochons, il a eu des chevaux, des cailles, des lapins, des poules, tout ce que voilà et en fait, et il faisait avec ça, par exemple son cochon. Il le tuait avec ses amis à la manière portugaise, et après donc il faisait mariner sa viande, je me souviens, il ramenait aussi beaucoup du Portugal des grandes jarres en terre cuite et il faisait sa viande avec du gros sel, tout ça. Il avait aussi, il faisait ses saucissons, enfin toutes ces choses-là. Alors sincèrement, je ne sais pas où il avait appris tout ça, mais il avait dû voir quand il était petit parce que, voilà, il était avec sa bande de copains, il faisait plein de choses, il faisait les pâtés, il faisait vraiment, et puis, il avait aussi tout le temps, le vin, quand quelqu'un venait à la maison, en fait, les vins, bon, le Porto est toujours, là, mais tout ce qui est vin et tout, c'était toujours du Portugal. Alors étant toute petite, je me souviens plus si on allait tous les étés. Dans mon souvenir, on y allait tous les 2 ans. Parce que, à l'époque, les routes, c'était pas comme maintenant. Mes parents n'avaient pas de grands moyens, donc c'était un choix, hein, d'avoir choisi d'avoir une maison ici, tout ça, mais bon, ils étaient tous les 2 ouvriers, hein, c'était pas non plus facile. Donc je me souviens tous les 2 ans, mon père a fait aussi, alors moi je me souviens en 78, il avait commencé avant, ça devait être en 76. Il avait commencé à être guide de car. C'est-à-dire tous les Portugais qui étaient là et qui n'avaient pas de moyens, on va dire, pas de permis aussi, français ou tout ça. Donc à l'époque, il y avait des cars qui partaient de Nantes avec des familles, ils les emmenaient au Portugal. Et donc papa avait commencé ça, donc avec une société d'autocars française. Et donc du coup, je me souviens de ça et il m'a emmené une année. Donc voilà, j'avais 6 ans. J'ai des super souvenirs parce que déjà, alors c'était pas pareil que maintenant, on me laissait m'asseoir, sur l'escalier, sur la porte, à côté de la porte, hein, parce que comme j'étais petite, moi je voulais voir. Donc on me laissait m'asseoir ici et je me souviens aussi d'arriver à un endroit en Espagne, un petit peu avant le Portugal, parce qu'à l'époque, l'autocar, était très, très, très chargé et il n'arrivait plus à monter une côte et il y avait un virage en Espagne, dans une montagne en Espagne. Il y avait pas de muret. Je me souviens qu'on voyait le ravin et c'était super choquant et ils ont dû faire descendre tous les hommes du car pour pousser le car
et ils ont dû vider une partie du car parce qu'il y avait des étais, enfin des gens qui avaient emmené des trucs super lourds, des outils, des choses super lourdes, et ils avaient dû descendre en pleine montagne, pas mal de choses du car et pousser le car pour qu'il arrive, à prendre ce fameux virage sans risque. Et ça, c'est un souvenir qui m'a marqué parce que quand on voit le vide à côté, bon voilà, la sécurité, c'était bon à l'époque, c'était pas comme maintenant. Donc ça et donc il allait, après avec ce car, pour que parce qu'en fait, pendant la période de vacances, le chauffeur ne rentrait pas en France. Du coup, il restait et pour encore que la société alors ça c'est mon point de vue. Je pense que c'est pour que la société ne perde pas non plus d'argent, ils organisaient des excursions. Donc par exemple, ils faisaient un départ, Porto Fatima, tel jour, des choses comme ça et ça, mon père les accompagnait, accompagnait aussi les gens et voilà, ça c'était un bon souvenir. Malgré que enfin, ça date, mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui m'ont marqué. Après le reste du séjour, je m'en souviens pas. Je me souviens on mettait quand même 24 heures, hein, à y aller en voiture, c'était pas rien. Je me souviens de voyages aussi, mon père avait un petit fourgon Toyota bleu, espèce de minivan, on va dire maintenant et en fait, il mettait un matelas derrière les derniers sièges et puis, si on voulait dormir, on dormait pendant le voyage et voilà et lui, quand il était fatigué, il s'arrêtait et je me souviens notamment d'une fois, on avait emmené mon cousin et sa copine à l'époque, ils étaient ados. Nous, on était un peu plus jeunes et mon père était fatigué, donc on était quand même à 7 dedans pour juste 6 places, mais on était à 7 et mon père s'était arrêté en Espagne, devant une aire de jeu, parce que nous on n'avait pas envie de dormir, mais lui était fatigué et il avait descendu le matelas, il l'avait mis il faisait chaud, sous la camionnette là et il avait dormi quelques heures, le temps de reprendre un petit peu, pour repartir. Beaucoup de périples avec ce fourgon puisque, en fait, comme il y avait de la place, dedans, il pouvait acheter, ce qu'il avait envie. Quand il avait sa petite voiture, enfin sa voiture avant, avec 3 enfants, c'est quand même plus compliqué de remplir et je me souviens cette année-là, on a beaucoup voyagé et vagabondé dans le Portugal. Il nous a emmenés pour la première fois à Serra da Estrela, où d'ailleurs on a eu froid, on a dormi parce que les banques fermant à 15 heures au Portugal, on avait oublié, enfin mes parents avaient oublié et du coup on s'est retrouvés embêtés, pas possibilité d'aller à l'hôtel. Donc on a dormi dans le camion. Mais bon, c'est des souvenirs qui restent, c'était voilà, c'était pas bien méchant. Le dernier voyage dont je me souviens en voiture, c'était alors moi, j'avais pas fait l'aller avec mes parents, j'étais allée parce qu'en fait, il y a des moments où mon père m'envoyait 2 mois au Portugal, il m'envoyait chez, justement les gens qui l'ont élevé, hein, ils les appelaient comme ça, les gens qui l'ont récupéré après la maison de correction et c'était vraiment la so alors j'ai beaucoup pleuré la première semaine parce que j'arrivais pas à me faire comprendre, je comprenais pas tout ce qu'il me disait et je partais à la base pour 1 mois et après mes parents devaient me récupérer et finalement, il y a eu une année où mes parents ont dû venir plus tard. Du coup, au bout de 2 mois, je parlais couramment. C'était top, c'est des gens qui parlaient pas français du tout donc il a fallu mais c'était très patient, très gentil, c'était des vrais grands-parents, hein, c'était adorable et ils m'ont permis ces gens-là de faire un voyage, dans l'Algarve aussi. Grâce à eux, j'ai découvert Lisbonne aussi. Enfin, grâce à eux, j'ai fait Setúbal, plein de choses comme ça. Donc voilà, j'ai des super souvenirs et au retour, une année, je suis rentrée, donc j'étais pas allée avant, je suis rentrée avec mes parents. Mes parents, alors là, aujourd'hui, on se dirait, mais c'est invraisemblable. Mes parents avaient une Renault Super 5 et on est revenu à 5 dedans, donc. Mais comme papa, il voulait ramener beaucoup de choses, on est revenu les jambes en tailleur, les 3 enfants derrière, parce qu'on peut pas poser nos pieds entre les sièges, il y avait des choses et papa nous avait fait une blague qui nous a marqués parce qu'il chargeait la voiture, maman disait: «C'est pas possible, on va pas pouvoir décoller» et en fait, il voulait ramener du café parce que papa adorait le café, sans al et en fait, il a acheté du café en grains et on s'est retrouvés, juste avant d'arriver à Villadeformosa, en repartant, avec une odeur de café et on s'était dit ça parce qu'il avait coincé les paquets dans tous les recoins qu'il avait trouvés dans le moteur. Donc ça a chauffé, ça a grillé et il disait il avait pas dit à maman et il disait, «T'inquiète pas, il doit y avoir une usine de café derrière la montagne, t'inquiète pas» et puis il a fini par s'arrêter parce qu'en fait, c'était le café qui était en train de griller avec la chaleur du moteur.
Mais voilà, des petites anecdotes, mais bon, on a fait la route, hein, on est revenu. Mais qui aujourd'hui partirait, ferait un voyage au Portugal dans une Super 5 avec 3 enfants et alors du coup, l'association, c'est venu parce qu'on a appris en 2012 qu'un de mes petits cousins, donc le petit-fils du dernier de la fratrie de mon père, du dernier frère, donc a été placé à l'institution. Du coup, nous, ça nous a touchés. On s'est dit: «Comment faire pour aider ce petit?» Et alors donc ce qu'on a fait, donc on a fait un premier carton, parce que ma cousine m'a dit où il était. Donc un premier carton, on lui a mis des vêtements, quelques jouets, des petites sucreries, des gâteaux, enfin des choses comme ça qu'on a envoyées, avec une lettre à l'intérieur. Et donc du coup, on nous a appelés, donc on m'a rappelé en me disant que je n'avais pas le droit, que les liens de sang étaient coupés, que je n'avais aucun droit sur cet enfant. Alors je voulais pas avoir un droit sur cet enfant, on voulait juste avoir des nouvelles, enfin dans le temps, continuer à avoir des nouvelles de cet enfant et comprendre pourquoi il en est arrivé là. Et en fait, quand la dame au téléphone, a bien compris, que je comprenais pas, ce qu'elle me disait. Enfin, je comprenais le portugais qu'elle me disait, mais je comprenais pas pourquoi, en fait, on n'avait pas le droit de faire du bien à cet enfant, finalement. Et donc du coup, elle m'a demandé si je voulais que la psychologue me rappelle. Donc la psychologue de l'institution m'a rappelé et là, elle m'a expliqué, mais quelque chose de tellement logique, tellement bête. Effectivement, les enfants étaient 24 dans cette maison d'accueil, on peut pas remettre un cadeau à un et pas aux autres. Mais c'est d'une logique. Mais sur le coup, en fait, on n'a pas pensé à ça. On n'était pas du tout dans ces conditions, on ne savait pas dans quel milieu de vie il évoluait, tout ça. Donc on ne pouvait pas s'imaginer, déjà qu'ils étaient aussi nombreux dans une seule maison. Donc voilà, donc après, donc on a essayé donc à plusieurs reprises, quand même de prendre des nouvelles, sans avoir de contact. Finalement, on a bien compris qu'on ne pouvait pas avoir de contact directement avec Telmo, ce petit garçon, avec Telmo. Mais du coup, que si on pouvait faire quelque chose pour avoir de temps en temps des nouvelles, c'était de faire pour toute l'institution. C'est comme ça aussi que parce qu'en fait, c'est l'État, hein, enfin, eux, l'institution, c'est une association à la base, avec un comité directeur associatif qui sont bénévoles, et après les employés, comité directeur et les puéricultrices, tout ça, eux qui sont salariés. Mais c'est l'État portugais qui prend les décisions, qui place les enfants, qui gère les adoptions, tout ça. Et donc du coup, pour avoir l'aval de l'État portugais, enfin, toute l'administration qui dépendait de cet enfant, dont dépendait cet enfant, il a fallu qu'on crée une asso. Donc on a commencé d'abord à aller demander comment, parce que j'avais dans ma jeunesse été secrétaire du club de foot des Portugais, de l'âge de 16 à 24 ans, mais c'était loin et je savais plus comment créer une asso. Et donc, je suis allée à la mairie, on m'a dit: «Ça marchera jamais, ça sert à rien de créer une association solidaire pour le Portugal. Le Portugal, c'est l'Europe, ils ont aucun besoin», Du coup, cette personne m'avait coupé les pieds, mais je lui avais dit: «Est-ce que vous êtes déjà allé au Portugal, Si je dis Portugal, ce n'est pas que les plages, de soleil, pour les touristes, hein. Il y a des gens qui vivent là-bas, hein». Donc bon, on n'avait pas trop, voilà, on était un peu attristés, on s'était dit: «Mince, comment faire pour leur donner, confiance en notre projet?» Parce qu'on savait, parce que tout le temps de ces démarches-là, on faisait quand même, on envoyait quand même des choses. C'est-à-dire qu'on collectait des choses, et quand il y avait des gens qui nous disaient: «Tiens, on a la place pour mettre 1 ou 2 cartons, on descend, est-ce qu'on peut déposer un truc si tu veux?» et tout. Donc en fait, on faisait ça. Donc il y avait des gens, même des fois des gens qu'on connaissait pas, qui avaient entendu parler de nous et ils nous disaient: «Bah, tiens, moi j'ai telle place, je peux vous emmener telle chose». Et donc du coup, bah, donc on a fait, bah, au début, c'était plutôt des fournitures scolaires, des chocolats de Pâques une fois, fallait pas traîner parce qu'il faisait chaud. Enfin voilà, des choses comme ça. Et puis petit à petit, on a plus réfléchi au profil de notre asso. On est retourné, on a repris rendez-vous avec des gens de la mairie, avec quelque chose d'un peu plus précis quand même, parce qu'en fait aussi ce qui nous avait posé problème,
c'est qu'on ne savait pas que pour une asso, il faut quand même obligatoirement passer par le financier. Pour nous, on pensait juste collecter des dons et les acheminer. Et la mairie nous a dit non, il faut une chose plus structurée, parce qu'il y a des gens qui vont vouloir vous donner des dons financiers, il va falloir des reçus, enfin, tout un processus. Donc, il faut vraiment quelque chose un peu plus formé, on va dire. Et donc, on a fait ça, on s'est penché dessus, on s'est dit, de toute façon, quand on a un truc dans la tête, il faut que ça aille jusqu'au bout. Et on a réussi. Et un des conseillers municipaux a cru en nous, et c'est parti. Et ça s'est super bien parti. Donc, on a fait ça. Donc, il y a eu une première visite à l'orphelinat. Donc, nous, on est allés pour la première fois en janvier 2016. C'était le premier voyage au Portugal de Sophia en camion, parce qu'on est parti avec une camionnette pleine. Donc, là aussi, le fait de parallèle avec mes souvenirs à moi, c'est que un truc tout bête, quand on était petit, papa nous disait, bon, des fois, on en avait marre d'être dans la voiture, hein, comme beaucoup. Et dès qu'on passait la frontière espagnole, il nous disait cherchez la cloche, cherchez la cloche. Parce que dans un rocher, je sais pas si toi ça te parle, en fait, pas loin de Burgos, dans un rocher, alors maintenant de l'autoroute, on l'aperçoit à l'aller, moins en retour, mais on l'aperçoit aussi. Mais sur la route nationale, dans un rocher au-dessus de la route, il y avait une cloche. Il y a toujours la cloche. Et en fait, nous, quand on était par la nationale, il fallait passer, chercher la cloche. Donc on cherchait la cloche chez la cloche. Et quand on est allé en camion, j'ai dit à Sophia, il faut que tu trouves la cloche. Et on a vu la cloche. En août 2015, on a une partie des bénévoles qui sont allés. Parce qu'en fait, voilà, avec les antécédents, je suis la fille de Miguel. Il y a plein de gens, c'est la fille de Miguel, parce que par rapport au café, c'est comme ça. Mais il y a plein de gens, en fait, quand je leur ai lancé mon idée, on nous a dit, ils nous ont dit, on te suit, on sait quand tu fais les trucs, on te suit. Donc, ils m'ont suivi. Et donc, moi, avec les dialyses, c'était pas facile. Moi, je peux pas partir quand je veux. Et donc, du coup, en 2015, il y a toute une partie des bénévoles qui sont allés pour une première visite là-bas, sur place. Et alors, c'était touchant pour certains. Certains sont sortis en pleurant parce que voir autant de petits, voilà, c'était touchant. Et en fonction de leur retour, et ben du coup, nous, on a rempli un camion en l'espace de quoi 2 mois, peut-être 2 mois, on a rempli un camion et en janvier 2016, on est descendu. Et là, c'était vraiment... ça nous a vraiment ancré dans notre truc, quoi. Parce que la fameuse psychologue que j'ai eue au téléphone, là, je l'ai eue avec elle toute la journée. J'étais avec elle toute la journée. On a déjeuné avec elle. Elle a répondu à nos questions. Même s'il y avait encore une petite distance parce qu'elle ne nous connaissait pas. Donc, voilà, on était quand même en contact avec des enfants sous protection de l'État. Donc, c'était pas rien. Et on a vraiment discuté avec elle. On a discuté avec l'assistante sociale, puisqu'il y a une assistante sociale aussi. Tout ça, on a... Bon, bien sûr, il y a des questions auxquelles, qu'on n'a pas posées parce que les antécédents des enfants, c'est vraiment personnel. Il y a des choses qui nous sont dites, ou même des ados qui peuvent dire des choses. Après, nous, on rentre pas dans les détails, c'est vraiment, c'est leur vie personnelle. Voilà. Et on a beaucoup on a créé un lien de confiance avec eux. Et déjà, ils étaient super choqués en si peu de temps qu'on remplisse un camion et qu'on leur amène un camion. Et ça a été, ça a été vraiment le coup de boost, on va dire, pour vraiment nous ancrer dans notre idée de les aider et de les aider tous et vraiment de faire un maximum de choses pour eux. Même si le nerf de la guerre, c'est toujours l'argent, on va dire. C'est que si on avait plus d'argent, on pourrait tellement faire de choses. Mais bon, voilà, on fait comme on peut à notre petit niveau. Et puis, donc, une professeure de portugais on a fait sa rencontre, voilà, et à la rentrée suivante, on a fait les cours de portugais. Et là, ça s'accroît, ça s'accroît. On a toujours de plus en plus d'élèves. Et là, on sait qu'on est déjà quasi complet pour la rentrée prochaine. Donc c'est top. Et du coup, ça nous a donné un élan aussi, parce que même si notre professeur, donc du coup c'est un monsieur maintenant, même si notre professeur il est salarié, on a des frais et tout ça, mais grâce au nombre d'élèves, on a aussi une aide non négligeable, puisque par exemple, on sollicite les élèves. Alors bien sûr, ils n'ont aucune obligation, mais là, à Noël, c'est quasiment les élèves qui ont payé tous les cadeaux de Noël pour les enfants. C'est super, en fait, quand ils s'inscrivent, ils savent qu'ils s'inscrivent avant tout dans une association solidaire. On a un tarif de cours qui est relativement bas par rapport au reste de la France, d'après les tarifs qu'on a eus des autres. Mais on reste que ce soit accessible à tous, puisque si on est solidaire, il faut être
de A à Z, solidaire. Et de 2, je pense que c'est un bel exemple aussi pour les enfants parce que sur nos cours, on a des adultes bien sûr, hein, mais sur les élèves enfants, ils ont envie aussi de faire des choses, ils disent aux parents: «Tiens, on peut faire ça» et non, c'est sympa. Donc l'institution là-bas. Donc en fait, il y a 3 maisons d'accueil. Donc une maison d'accueil pour les 0-6 ans. Donc là, il y a 24, enfants, petits, bébés et enfants. Heu, il y a après la maison des moyens. C'est de 7 à 18 ans. Eux, il y a une grande normalement c'est 8-12 pour eux ou 6-12. Mais le souci, c'est que, enfin, c'est pas un souci, c'est au contraire, c'est très bien, c'est qu'ils essayent de garder aussi des fratries. Et voilà, essayer de les garder ensemble. Mais la maison des petits et la maison des moyens sont dans la même rue. Donc ils peuvent se voir, ils font des activités ensemble, tout ça. Et après, on a les ados. Donc ils sont pas dans. Alors, les petits et les moyens sont à Santo-Tirso. Les ados sont dans une petite ville à côté. Les ados, donc en ce moment, ils sont 11. Et il y a donc Lucia qui est en appartement d'autonomie. Parce qu'il y a 2 appartements d'autonomie. Donc un appartement pour les garçons, un appartement pour les filles. Il y a 4 places dans chaque. Et pour l'instant, il y a juste un garçon maintenant et une fille. Les éducateurs, péricultrices pour les petits, une autre équipe pour les moyens, une équipe pour les grands. Et pour chaque appartement d'autonomie, il y a un éducateur et une éducatrice pour chacun d'eux. Donc en fait, c'est l'inverse, c'est une éducatrice pour les garçons et un éducateur pour les filles. Et à Trofa, il y a un centre d'accueil de jour. Donc là, c'est un centre d'accueil de jour pour personnes âgées isolées et familles sans abri. Concernant les personnes âgées isolées, ils vont les chercher à leur domicile tous les matins et les ramènent tous les soirs. La journée, donc, alors il y a des douches s'il y a besoin. Voilà, ils les aident pour ça. Ils leur font des activités, ils leur feront prendre leur repas. Donc les activités, souvent le matin, ça consiste à préparer le repas parce qu'ils adorent. Ils font des jeux de mémoire, beaucoup de jeux de mémoire. Ils jouent aux boules. Alors c'est pas la pétanque, hein, c'est des espèces de grosses boules. Ils font de la danse. Qu'est-ce qu'ils font d'autre? Alors ils ont des consultations de psychologie si besoin. Ah oui, ils font beaucoup de musique. Et ils apaisent vraiment par la musique, même pour les enfants, hein. Nous parfois on envoie des scouts. Là, alors cette année il n'y aura pas de scouts. C'est un choix de l'institution, il n'y aura pas de scout cette année. Par contre, on envoie d'octobre à janvier 4 futures éducatrices dans le cadre d'Erasmus. Elles sont dans une école du Havre, donc une école avec qui on a déjà travaillé, hein, qu'on connaît. Et donc, quand il y a les stagiaires sont là, ça permet de faire encore d'autres activités. Et des fois, elles leur font découvrir la gastronomie française. Ils ont déjà goûté des crêpes. La tartiflette, ils n'ont pas trop aimé. Mais voilà, c'est des choses. Là, elles y seront encore pour Halloween. Donc, ils vont faire quelque chose pour Halloween, pour Noël. En fait, ils font plein de choses, des décorations. Le but, c'est que tout leur sens continue d'être exercé et tout ça. Donc, c'est super. Et concernant les familles défavorisées, donc ils vont chercher les enfants, donc vraiment ceux qui sont vraiment pas les moyens de trop les nourrir, mais qui a aucun problème, donc les enfants n'ont pas à être placés. Ils vont chercher les enfants le matin, ils prennent un petit déjeuner, donc au centre d'accueil de jour. Après, c'est l'institution, donc ils ont des minibus, ils les emmènent à l'école. Le soir, ils les récupèrent, le goûter, les devoirs. Ils peuvent rester jouer s'ils veulent. Et ils rentrent. Ils peuvent rentrer aussi, si besoin, avec un panier alimentaire ou un plat déjà fait, en fonction de ce qui est fait. Pendant les vacances, ça fait un peu centre aéré. Ces enfants-là, ils vont aussi à la journée. L'été, ils organisent des sorties. Donc, des fois, ils vont à la mer, des choses comme ça. Nous, on n'a pas les moyens de faire beaucoup de choses. Alors, on leur offre un cadeau de Noël à eux aussi, hein. On leur offre aussi bien aux personnes âgées qu'aux enfants, on offre des cadeaux de Noël. On essaie de collecter aussi tout ce qui est de la laine, enfin plein de choses pour qu'ils fassent des activités. Donc soit ils font du tricot, mais aussi ils peuvent faire, des fois ils font des tableaux avec des bonhommes, voilà, des choses. Donc tout ce qui est feutrine, tout ça, tout ce qu'on peut récupérer, on récupère. Les personnes âgées, cette année on n'a pas pu, mais on avait réussi l'année d'avant à leur offrir un repas de Noël au restaurant aux personnes âgées. Pour certaines, c'était la première fois qu'ils allaient au resto.
Et j'allais oublier, il y a aussi, dans ce centre est ouvert aussi pour, 20 actuellement à ce jour, 22 personnes en cours de réinsertion sociale et professionnelle. Certains étaient à la rue, ne le sont plus maintenant. Pour la majorité, c'est des ex-toxicos ou ex-alcooliques. Voilà, ils ont la volonté de s'en sortir, ils s'en sortent, c'est plutôt bien. Il y a une majorité d'hommes, mais il y a aussi quelques dames. Ils adorent l'intergénérationnel aussi. Donc, des fois, en fait, il y a des activités qui sont faites avec tout le monde. Donc les enfants, et il y a toujours on observe toujours la même chose, beaucoup l'affectif et le respect, et ça, c'est vraiment touchant. Donc voilà, sinon pour les enfants qui vivent dans les maisons d'accueil, dès qu'on peut, on leur offre aussi, des sorties pour pouvoir s'évader, puisqu'entre l'école et la maison d'accueil, ben, ils ont pas grand-chose. Donc voilà, c'est assez restreint comme univers. Donc par exemple, bah, l'année dernière, ils sont allés au parc aquatique d'Amarante, on leur a appris ça. Ils sont allés voir des concerts, donc ils sont allés voir, David Carrera, par exemple. Là, il y en a deux ados qui sont fans de GNR, donc c'est un vieux groupe, hein, portugais. Ils sont allés le 28 décembre avec une éducatrice qui était fan aussi, elle l'a su au dernier moment. Elle était contente. Là, ils vont aller au karting, encore, parce que le karting, ils adorent, donc le karting dès qu'on peut. Et on a sympathisé avec le karting de Famalicão, donc du coup, il nous fait des remises. On fait des choses comme ça. Qu'est-ce qu'on fait? Match de foot, c'est des fans du FC Porto, hein, pour la majorité d'entre eux. On a un parrain et une marraine. Donc notre parrain, c'est Manuel Campos et Liana, la marraine. Donc tous les deux artistes, chanteurs. Et Manuel leur a fait la surprise d'y aller le 28 décembre. Il les avait déjà rencontrés parce qu'il avait pris l'avion avec eux quand il est venu en avril, parce que lui, on l'avait accueilli, il allait chanter du coup à notre concert caritatif. Et en fait, Manuel aussi, tout comme Liana, se sont attachés, parce que c'est vrai que c'est des petits cœurs, quoi. C'est des enfants, ils ont rien demandé à personne, et voilà. Donc Manuel et Liana sont allés, ils ont chanté avec eux. Ils sont arrivés les bras chargés de dons alimentaires, de courses qu'ils avaient fait auparavant. Donc ouais, ça les a super touchés. Et puis ils ont reçu un cadeau. Et à chaque fois, en fait, ils nous remercient. Ils font eux-mêmes des cadeaux, donc des cadres, des peintures, des dessins qu'ils encadrent tout le temps, et c'est vrai que c'est touchant, et on voit que Manuel et Liana, en fait, alors Liana, pour commencer l'histoire rapidement, en fait, on a été primés, par Cap Magellan, une première fois en novembre 2018. Donc je suis allée à la mairie de Paris en novembre 2018 avec Teresa et Fatih, qui était notre professeure, à l'époque. Et en fait, pendant le gala, Liana a chanté, et j'ai bien aimé la voix de cette, petite, parce que je dirais, voilà, 1 an d'écart avec Sophia, je pense. Et donc et comme nous, on faisait une fête, en fait, à suivre, donc ça, non, c'était en octobre 2018, et nous, notre fête, c'est en novembre. Et donc comme on avait encore un petit temps, voilà, on avait l'orchestre et Louis-Philippe Reis qui était venu à l'époque, on s'était dit: «Tiens, pourquoi pas mettre en avant une petite, luso-descendante qui nous avait bien plu». Donc je demande, si quelqu'un peut la trouver pour qu'on puisse lui parler, donc je lui parle. Elle dit: «Oui, avec plaisir». Je dis: «Par contre, nous, il faut qu'on demande aux autres qui sont restés à Nantes, mais on se rappelle». Et donc on fait une réunion, quelques jours à suivre, quelques jours après, et donc du coup, pendant la réunion, je l'appelle, bon, c'est OK, tout ça. Donc elle vient, et elle est venue accompagnée de ses parents, donc normal, des gens super sympas, adorables, et donc d'un garçon. Et je le vois, je lui dis: «Vous êtes Manuel Campos?» Il me dit: «Oui, mais je pensais venir, incognito». Bah, je dis: «Bah non, parce qu'en fait, nous, on vous connaît, parce que, bah, depuis qu'il commence à chanter, c'est quand même quasiment la voix de Tony Carrera. Donc en fait, c'est quelqu'un qui nous a marqués». Mon frère étant fan de Tony Carrera, c'est mon frère qui m'a fait découvrir Manuel Campos. Et puis du coup, bah, on a sympathisé avec la famille finalement, et ça s'est super bien passé. Et puis, ben, sans rien leur demander, bah, ils se sont investis eux-mêmes. Manuel Campos est revenu l'année suivante, en juin. On avait fait une fête pour la remise des diplômes de nos élèves.
Donc il est venu chanter. Ce jour-là, pendant 4 jours, la psychologue de l'orphelinat était venue avec une ado qui avait eu des super, résultats à un examen. Donc elle avait le droit de venir. Elle a quitté, hein, depuis l'institution, elle est autonome, et donc du coup, ils avaient préparé encore un cadre avec des dessins pour remettre un manuel, ce jour-là. Et là, il y a déjà une 2e interaction, on va dire, qui s'est faite. Et puis Manuel, du coup, en loge, il dit à Sophia, il dit: «Écoute, ils ont besoin de quoi?» Et donc on demande à Thelma, qui est la psychologue, et elle dit: «Bah, en ce moment, ce qu'on a besoin, c'est plutôt des produits d'hygiène, des gels douche», et Manuel dit à Sophia: «Vas-y, commande les gels douche, voilà, je paye», et donc ça a été livré là-bas, ça a été super, et ça a été, en fait, sans rien leur demander à Manuel comme à Liana, en fait, enfin, on les a sentis et eux, ils se sont sentis tout de suite, non, investis, ouais, voilà, investis, et ça nous a beaucoup touchés. Et donc, quand ils sont revenus, donc l'année dernière, donc Manuel, a pris le même avion que les ados quand, parce que voilà, l'argent qu'on collecte aussi, les dons qu'on nous fait, ça sert aussi à leur offrir des vacances. Donc fin mars 2023, on a offert leurs premières vacances tout court, leurs premières vacances en France, à Nantes du coup, aux enfants qui vivent dans la maison d'accueil des ados, à tous les ados, après 6 ans d'économie. Et donc ils sont venus, donc du coup, ils ont pris l'avion pour la première fois. Ils ont découvert plein de choses pour la première fois, c'était vraiment des novices en plein de choses. On leur avait programmé, des activités comme, bah, le karting, ils ont fait du bowling, ils sont allés au restaurant. Qu'est-ce qu'on a fait d'autre? Bon, ils ont visité Nantes. On est allé jusqu'à Saint-Nazaire parce que, ben, ici enfin, c'est à peu près 3/4 d'heure de chez nous. Il y a tous les paquebots, hein, de croisière qui sont fabriqués. Donc on est allé voir, les paquebots de croisière en fabrication, en construction. On a fait la fête aussi, donc ils ont dansé, tout ça. Voilà, c'était vraiment, vraiment super pour eux, et surtout que Manuel, et Liana avait fait une émission à Banda, à la télé portugaise, donc il avait déjà vu à la télévision. Et Manuel, qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision, ça leur a fait bizarre de le voir en vrai, et surtout le premier soir, quand ils ont atterri, ils avaient un peu de retard, et du coup, on a expliqué à Manuel, voilà, on leur a promis le McDo en arrivant. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu veux aller à l'hôtel? Tu veux... Non, non, McDo avec eux. Et donc, on avait loué un gîte pour eux. Et donc, Manuel est venu manger à table avec eux, bon, et ça a été quelque chose pour eux, ah ouais, quelqu'un qui a une certaine notoriété est avec nous, quoi. Pour eux, ça a été même s'ils étaient très intimidés, c'était vraiment quelque chose, au niveau psychologique, qui leur a fait du bien. Et parce que quand ils arrivent, quand ils sont placés en général, à part avoir été rabaissés, voilà, ils ont plus confiance en eux, c'est très dur. Et là, en fait, ce voyage, ces premières vacances, ça en a métamorphosé, alors chacun à leur manière, mais certains ont eu envie de se remettre au travail à l'école parce que dans la vie, tout est possible finalement, quand on y croit. Si tu travailles, bah, tu peux atteindre tes rêves. Ils ont repris l'estime d'eux-mêmes, que voilà, que eux aussi méritent du bonheur quelque part. Mais nous, en faisant ça, on pensait vraiment pas que ça allait avoir un impact aussi important sur, leur bien-être et leur bien-être psychologique. Et donc c'est pour ça qu'on envisage, si on arrive à avoir suffisamment de dons, de refaire la même chose en 2025, d'accueillir un nouveau groupe, les moyens. Et voilà, ça c'est notre grand projet. Et c'est pour ça que le 12 mai, le club de foot, donc l'AT Portugais de Nantes, se joint à nous pour faire, justement un loto et essayer de collecter encore des fonds, pour pouvoir atteindre notre objectif. Alors on est 4 dirigeants. Après, on a les autres bénévoles ponctuels. Notre plus jeune bénévole, elle a commencé à l'âge de 3 ans, elle a 8 ans maintenant. C'est ma petite nièce, Julia. Dès toute petite, elle nous aidait à aller faire les cartons, mettre en carton, scotcher et tout, pour les enfants qui n'ont pas de papa et pas de maman. Et donc on a tous ces bénévoles qui nous aident ponctuellement, voilà, ou quand on a besoin, quand on fait des fêtes, des choses comme ça. Et sinon, on est 4. Donc moi, je suis la présidente, Sophia, la vice-présidente, et on a Henrik et Teresa.
Donc en fait, Henrik, c'était un super ami à papa. Moi, je le connais depuis et c'était le président du club de foot. J'étais sa secrétaire du coup. En fait, c'est lui qui m'a tout appris sur l'associatif et voilà et on a Teresa et donc du coup, on a chacun les tâches réparties. Henrik, lui, il emmène les camions, il emmène les camions. Donc en général, il emmène 2 camions par an, mais il aime tellement aller là-bas, il aime tellement les enfants qu'il y va à chaque fois qu'il va au Portugal. Donc là, il retourne en avril. Il n'est pas encore en retraite, il est en retraite l'année prochaine, mais avec son épouse, je crois qu'avec la retraite, il va y aller encore plus. Mais voilà, Henrik, il fait pas un voyage au Portugal, même si c'est en avion, n'importe, il fait pas un voyage au Portugal sans aller leur rendre visite. Il a créé un lien assez fort avec les ados, notamment, qui sont venus ici, voilà. Et à chaque fois quand Henrik y va, il est attendu comme le Messie. Lui, c'est Henrik. Donc il lui prépare tout, il lui prépare, quand il attend un repas, parce que des fois il y va que 2-3 jours, donc voilà. Mais s'il y a plus longtemps, donc il prend le repas avec eux. Ils lui font tout le temps un spectacle. Donc souvent un spectacle de danse, de musique, ils font de la guitare. C'est vrai, il est toujours accueilli comme un prince. Hein. Et puis comme ils n'ont aucune référence masculine là-bas, parce qu'en fait, un truc que je ne savais pas, c'est qu'il n'y a pas d'éducateur masculin au Portugal. Ils nous ont dit ça il y a quelques mois. C'est très difficile pour eux. Alors, il y a des gens de la direction, des hommes, mais il n'y a pas d'éducateurs. Ce ne sont que des femmes. Et donc, du coup, Henrik, du coup, a pris une place depuis ses 9 ans, ça va faire 9 ans, a pris une place importante pour eux parce que c'est une référence masculine et il est de bons conseils. Puis surtout, il y a des garçons qui aiment bien la voiture, les choses comme ça. Et donc, ils peuvent en parler ensemble et tout. Donc, c'est autre chose. Et quand il arrive, c'est vrai, c'est un bol d'air pour eux et ça les change de leur quotidien aussi, quoi. Mais voilà. Et puis, bon, on a Teresa qui est là aussi sur les fêtes. On fait les réunions. Quand il y a de la cuisine à faire, Teresa fait aussi. Voilà, on a chacun nos domaines. Quelqu'un qui veut nous aider et qui le peut. Alors, le plus simple, c'est de faire un don financier via Helloasso. Sur Helloasso, il suffit d'aller sur Des ailes pour le Portugal. Vous avez la possibilité de faire un don et vous avez la possibilité directement, une fois le don fait, d'imprimer votre reçu. Après, alors là, je m'adresse plus à des entreprises, des commerçants qui ont alors des choses qu'on a toujours besoin et que l'on demande en neuf, puisque voilà, on travaille beaucoup sur la seconde main, mais ça dépend quoi. En neuf, on a vraiment besoin de chaussures premier pas et des baskets neuves, toutes pointures. Le plus petit, c'est un bébé de 2 mois actuellement, et le plus grand, c'est un ado, mais il fait du 47. Du 47. Donc que ce soit chaussures, chaussons, baskets, ça en demande du neuf. Des fois, il y a des grandes entreprises ou des magasins, des fins de stock, des invendus. Nous, on s'en fiche de la taille, du coloris, de la forme. Ça ira forcément à quelqu'un. On a besoin aussi de sous-vêtements et de pyjamas. Ça, c'est assez récurrent. On a besoin aussi toujours de fournitures scolaires. Alors, après ça, bon, tout le monde connaît les fournitures scolaires. Hein. Des crayons, des feutres, des crayons de couleur, des trousses, des cartables. Alors, pareil, on préfère, nous, les cartables et sacs à dos neufs. Pourquoi ? Alors, pourquoi du neuf dans certaines choses ? Parce que ce sont des enfants qui n'ont jamais rien eu, pour certains. Il y en a, alors l'exemple d'un garçon qui est arrivé il y a quelques semaines, qui n'avait jamais été dans un magasin, qui n'avait jamais rien eu de quelque chose de neuf pour lui, jamais eu d'anniversaire souhaité, jamais de cadeau, et d'avoir quelque chose de neuf que ces enfants-là ont pour la première fois, vraiment pour eux, pour lui personnellement. Cet enfant, du coup, ça va lui donner de la confiance en lui, de l'estime de lui-même, et se dire, ah oui, quand même, j'existe pour quelque chose ou pour quelqu'un. Donc, pour nous, ça, c'est important. Après, les choses dont on a toujours besoin aussi, ce sont les produits d'hygiène, les produits alimentaires. Ça, c'est pareil, s'il y a des gens qui ont les possibilités d'envoyer. Voilà, l'alimentation principale, c'est le riz. Hein. Après, les autres besoins qu'on peut prendre en seconde main,
ce sont les cannes, les béquilles, les fauteuils roulants, les montures de lunettes, parce qu'au Portugal, c'est pas remboursé les montures de lunettes. Et petite chose que je vais souligner, c'est qu'en fait l'institution, alors pourquoi les aider autant? C'est qu'en fait au Portugal, le budget du Portugal est restreint. Beaucoup de touristes, mais l'argent n'est pas distribué comme il le faudrait. C'est mon avis perso. Ils ne sont financés qu'à 60% par l'État. Donc une fois les salaires versés des éducatrices, tout ça, les puéricultrices, l'entretien des locaux, voilà, les charges, les gaz, l'eau, l'électricité, voilà, c'est compliqué. Donc c'est vrai que les 40%, c'est que du don. Donc les autres 40%, sont vraiment indispensables au fonctionnement. Et en plus donc de l'alimentaire et tout ça, nous, tout ce qu'on peut amener en plus, le plaisir, c'est des choses qu'ils n'avaient pas il y a 9 ans encore. C'est qu'il n'y avait pas de sortie ou c'était au parc derrière. Donc voilà, ils découvrent aussi des choses et c'est vraiment un soutien moral aussi pour les encadrants. Des choses qu'on peut prendre aussi en seconde main, ça peut être du matériel de périculture. Donc des poussettes, des transats, des chaises hautes, des choses comme ça. Après, autre chose, alors je précise, pour les anniversaires et pour Noël, des vêtements neufs. Parce que voilà, on a régulièrement, pour l'instant d'ailleurs, ils sont au plein en vêtements de seconde main. Par contre, au niveau vêtements neufs, on aime bien aux anniversaires à Noël leur offrir quelque chose de neuf. Quelque chose qui peut être de seconde main aussi, c'est du matériel de sport. Si des gens se débarrassent de buts de foot, je ne sais pas, de choses comme ça, on peut prendre. On peut prendre aussi en seconde main, des glacières, des choses comme ça, même des glacières individuelles parce qu'au Portugal, ils doivent emmener, leur goûter, et de gourdes. Ça, c'est des choses là je dis ce qu'ils nous demandent, ce qu'ils ont demandé récemment. Un besoin de parapluie aussi. Ils sont assez consommateurs de parapluies. En fait, les parapluies, les grands, les mettent dans les sacs à dos et des fois ça s'abîme. Après, s'il y a des gens qui travaillent aussi dans le parfum, le maquillage, tout ce qui peut servir de sac à dos, les instruments de musique de sac à dos, pardon. Tout ce qui peut servir de cadeau de Noël, on prend. Parce qu'en fait, les ados, alors là, je pense plutôt aux ados. C'est vrai que les ados, ils aiment bien, ils ont le droit de se maquiller le week-end. Et c'est vrai que ça coûte super cher. Et nous, au niveau du budget, ça, c'est pas des. On arrive à trouver des jouets à tarif correct. Tout ce qui est parfum, maquillage, c'est compliqué. Sauf si tous les ans, on leur achète le parfum, je vais pas citer de marque, mais le pas cher de chez Leclerc. Voilà, ça, c'est sans intérêt quand c'est récurrent comme ça. Et si quelqu'un a envie de faire un don matériel, donc il faut nous l'envoyer. Alors soit quelqu'un de la région nantaise ou des départements limitrophes peuvent nous appeler, on prend un rendez-vous, on vient nous les déposer sans problème. Si c'est plus loin, il faut effectivement nous les envoyer. Donc jusqu'à maintenant, le moins cher, ça reste Mondial Relais parce que nous n'avons pas le droit de divulguer l'adresse de l'institution. Donc en fait, ça vient chez nous et nous, au prochain départ, c'est Henrik qui emmène tout. Nous avons un garage que nous louons, c'est vraiment notre dépôt. Et donc tout est rangé. Quand on voit que le garage, il y a de quoi remplir un camion, voilà, Henrik décide d'une date avec eux et il part. On charge et il part. Il y a un rêve, en fait, on leur a fait remplir aux ados quand ils sont venus et on a demandé quel serait leur rêve. Donc d'en écrire plusieurs, ce qui leur passait par la tête. Et en fait, beaucoup d'entre eux, c'est de voyager parce que du coup là, ils avaient pris goût de faire le métier qu'ils aimeraient faire. Et beaucoup d'entre eux ont mis d'aller un jour à Paris et Disneyland Paris. Ça coûte, c'est hors de prix, c'est pas jouable. Si des fois des gens nous entendent et qui, je sais pas, qui ont des possibilités ou de mettre quelque chose en place, s'ils pouvaient faire la place pour 15 personnes, visiter une journée Disneyland, ce serait top. Nous, on pourra se charger du trajet, bien sûr. Je sais pas si un ou deux Portugais travaillent à Disneyland, on peut trouver une solution. Alors en fait, on a quelques partenaires principaux, donc notamment le CIC Hébert Banco, l'agence de Nantes, qui nous suit depuis les débuts et vraiment ils sont top et très investis aussi pour nous. On a le Super U de la ville de Couéron à côté de chez nous
qui pareil nous suit depuis les débuts. Il y a eu un changement de direction et le nouveau directeur a pris la relève et c'est génial. Et après, bien sûr, on a d'autres partenaires qui sont plutôt ponctuels lors des événements caritatifs que l'on fait. Sinon, on a un grand partenaire, qui est la fondation Novaël Jean Pina. Donc on est rentré en contact avec lui, grâce au Luso Journal, grâce à Carlos Pereira qui m'en avait parlé lors d'une interview justement. Monsieur Pina, en fait, a créé sa fondation il y a quelques années aussi. Il a commencé par aider les familles défavorisées, de Guarda. Donc il fait un gala de charité tous les ans à Noël. Il leur offre un repas de Noël et il fait des palettes de dons alimentaires, des cabas, tout ça pour Noël, pour les familles. Et en fait, donc il a des super bénévoles autour de lui, notamment, Philippe du Havre qui est très investi. Et en fait, il collecte des palettes de dons alimentaires et du coup, depuis quelques années, en fait, il le fait aussi et il livre à ASAS, l'association, l'institution. Et au début, donc c'était une palette à Noël et en fait, et depuis, c'est plusieurs palettes. Il y a encore une palette qui a été livrée il y a pas longtemps là, juste après le passage d'Hendrik. Donc c'est génial. Monsieur Pina, c'est vraiment quelqu'un, d'exceptionnel. Donc voilà, je tenais à parler de lui parce que sans en fait, sa phrase à Monsieur Pina, c'est juntos somos mais fortes. Effectivement, tous ensemble, seuls on n'est rien. Donc tous ensemble, on est plus fort effectivement. Sinon, on a Cap Magellan, donc qui nous soutient, notamment par des parutions, dans leur magazine Cap Mag et Cap Mag Junior. Et nous, l'association, donc moi du coup, je rédige, la page sur l'article de la langue portugaise, un article sur la langue portugaise donc tous les 3 mois, puisque Cap Mag Junior c'est tous les 3 mois. Donc voilà, donc ça c'était important pour moi parce que sans tous les bénévoles et tous les gens qu'on a autour de nous, les partenaires et les partenaires ponctuels et tous ces gens-là qui nous disent tiens là je peux, je vous aide, et ben c'est grâce à eux qu'on arrive à faire des actions, mener à bien nos projets et c'est génial. Ce qui me tient à cœur, ce serait aider alors d'autres institutions, dans le même type, même sur le même format, mais aussi des centres, d'hémodialyse pédiatrique. Pourquoi? Parce que je suis moi-même hémodialysée et pour être allée faire des séances de dialyse au Portugal, il y a une grande, grande marche entre ce qui se passe au Portugal et ce qui se passe ici. Donc ça, j'aimerais beaucoup. Et dans les statuts, on a aussi mis j'aimerais beaucoup étendre au Brésil. Alors pourquoi le Brésil? Parce que j'ai de la famille au Brésil, alors qui sont portugais d'origine, hein, mais qui avaient émigré au Brésil, parce qu'il n'y a pas la barrière de la langue. Donc voilà, le Brésil, c'est quelque chose qui me tiendrait aussi à cœur. Pour l'instant, malheureusement, on n'a pas les moyens financiers pour. Les moyens humains, on pourrait les avoir, sauf que les moyens financiers ne suivent pas. C'est toujours le même problème, hein. Merci Elisabeth et bravo à tous les bénévoles de l'association des Ailes pour le Portugal. Si vous souhaitez aider l'association, vous pouvez faire un don financier à travers le lien Hello Asso indiqué dans les informations de l'épisode. Pour des dons matériels, rapprochez-vous d'Elisabeth et de Sophia à travers les réseaux sociaux ou par mail. J'espère que cet épisode sera partagé au maximum afin de réaliser peut-être plus rapidement quelques rêves mentionnés pendant l'épisode. J'embrasse aussi très fort mon amie Sophie qui m'a souvent parlé avec tendresse de cet orphelinat et avec admiration le travail d'Elisabeth et de tous les bénévoles. Merci encore pour votre écoute et à très brève.